Voilà. Donc, comme vous vous en doutez sûrement, on fait cette réunion débat à l'occasion de la journée internationale du 25 novembre, donc la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, c'est comme ça que dit l'ONU. Au départ, en fait, il s'agissait, pour la petite histoire, de la commémoration du meurtre de Patria Minerva et Maria Teresa Mirabal en 1960, dans un contexte qui était bien particulier. C'était la répression sanglante des opposants au régime autoritaire de Rafael Trujillo, qui était alors dictateur de la République dominicaine. Bon, mais pourtant, lors de cette journée, on commémore pas seulement la répression politique des opposants aux régimes dictatoriaux, et pour cause, parce que si l'assassinat des sœurs Mirabal, il a été particulièrement barbare, puisque pour l'anecdote, elles ont été exécutées à la machette par la police politique, eh bien, les violences contre les femmes en général, elles sont beaucoup plus répandues, pour ne pas dire tristement universelles. D'ailleurs, l'actualité récente nous l'a quand même rappelé plusieurs fois. Il y a 1 an, vous vous en souvenez sûrement, il y avait les procès des viols de Mazan. Et d'ailleurs, il y avait le procès en appel pour certains il y a 1 mois. Et ça nous a encore rappelé le caractère courant, presque banal, des violences faites aux femmes dans nos sociétés. Et on pourrait citer bien des choses, entre d'autres, entre le nombre des féminicides en hausse, notamment en France, les agressions sexuelles à la fois dans la sphère domestique comme sur les théâtres de guerre, et encore bien d'autres choses. Donc force est de constater que notre société, la société capitaliste, elle en veut aux femmes, même si cette oppression elle remonte à plus loin encore, et Monica vous parlera de tout ça dans la seconde partie. Mais partout, donc, ces violences, elles suscitent des réactions de révolte, et en premier lieu chez les premières concernées. Et d'ailleurs, depuis une dizaine d'années, ces révoltes, elles ont même donné lieu à plusieurs mouvements massifs de manifestations et de protestations, voire de grèves, et elles ont parfois fait plier l'État ou tourner à l'émeute. Il y a beaucoup de ces mobilisations dont nous pourrions parler et qui sont porteuses de bien des leçons pour les révolutionnaires que nous sommes. On pourrait citer par exemple la Pologne récemment, les États-Unis, toujours sur la question des femmes, il y aurait d'autres mouvements. Les États-Unis, l'Espagne, l'Iran. La liste, elle serait longue. Et ici, pour ne pas faire trop long, et aussi parce que j'ai un peu manqué de temps, pour tout traiter, je vais revenir sur une seule, mais pas des moindres, qui permettra de discuter d'un certain nombre d'autres, qui à mon avis qui était celle de la lutte pour l'accès à l'avortement en Argentine. Donc au cours de ces dernières années, ça a été sûrement un des plus gros mouvements de révolte de femmes à travers le monde. Et à son pic en 2018 et 2019, ce mouvement-là, il a rassemblé plusieurs centaines de milliers de manifestants et de manifestantes qui se sont mis à porter un foulard vert en signe de reconnaissance. Donc lorsque cette vague verte, elle déferle de nouveau sur l'Argentine, parce que ça a toute une histoire, depuis 2001 en fait, c'était devenu un symbole, en 2018, le pays il interdit toujours l'avortement. Depuis 1921, d'après l'article 88 du Code pénal, l'avortement est puni d'1 à 4 ans d'emprisonnement. Il est autorisé seulement dans les cas de viol ou de danger pour la vie de la mère. La quasi-totalité des avortements ils se déroulent donc illégalement en Argentine, dans des conditions déplorables qui mettent en danger la santé des femmes. Et chaque année, donc pour la seule Argentine, c'est entre 50 000 et 80 000 femmes qui sont hospitalisées par la suite d'un avortement clandestin. Un nombre qui ne baissait pas, et qui reflète le nombre bien plus grand d'avortements illégaux pratiqués. En effet, les raisons de se faire avorter manquent d'autant moins pour les femmes qu'elles connaissent la domination du mari, les agressions physiques et sexuelles, ainsi qu'un taux de chômage plus élevé que la moyenne. Les années qui précèdent la vague verte, il y a divers scandales de répression de l'avortement qui vont susciter l'émoi populaire. En 2014, par exemple, il y a une jeune femme qui est arrivée à l'hôpital pour une hémorragie suite à une fausse couche et qui s'est vue accusée d'avoir tué le fœtus. Elle est directement envoyée de l'hôpital à la détention, donc en prison, et à l'issue d'un procès expéditif sans possibilité de se défendre, elle est condamnée à 8 ans de prison. Finalement, en 2016, après tout un mouvement de protestation, la Haute Cour de justice annule la condamnation et elle est libérée après 2 ans d'emprisonnement. Bon, et avec tout ça, en fait, il y a des collectifs de femmes et de médecins qui se montent autour de chaque affaire et pour permettre aussi aux femmes d'avorter dans des conditions correctes, dans les quelques cas où la loi le permet. Dans un pays où 75% de la population se déclare encore chrétienne, l'Église elle exerce toujours une grande influence. Si l'Argentine elle est bien sur le papier un État fédéral laïque, même l'article 2 de la Constitution reconnaît une place particulière à l'Église. Donc, dedans, on trouve notamment le gouvernement fédéral soutient le culte catholique apostolique romain. Donc, c'est assez clair. La dictature militaire de Videla, elle a renforcé ce lien en lui accordant un financement public. En fait, les salaires et les retraites des évêques et de certains autres membres du clergé, ils sont payés directement par l'État.
Et encore, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, l'État versait 4 millions d'euros chaque année à l'Église argentine, auxquels s'ajoutaient, et ceux-là ils existent toujours pour le coup, des exonérations d'impôts, des subventions aux collèges religieux et des fonds destinés à la maintenance des églises. Et bon, tout ça d'ailleurs représente en fait que 10% du budget de la richissime Église argentine. Par ailleurs, elle a la main sur l'important réseau d'écoles privées catholiques qu'il y a là-bas. Et dans le domaine éducatif, elle bénéficie d'une législation très permissive qui lui permet de ne pas se soumettre aux obligations des écoles publiques en matière d'éducation sexuelle, d'égalité homme-femme ou de contenu scientifique. Enfin, le clergé catholique et les différentes sectes évangéliques, ils ont des liens très resserrés avec le patronat argentin et les associations et les politiciens bourgeois. On peut notamment citer la très influente ACDE, ce qui signifie en fait en français l'Association chrétienne des chefs d'entreprise, qui rassemble parmi les plus grandes fortunes du pays. Bon, fin 2017, après une année de forte inflation, le président de centre-droite Macri, il propose une nouvelle réforme des retraites pour réduire le déficit public. Ça va nous rappeler des choses. Il passe l'âge de la retraite de 65 à 70 ans pour les hommes et de 60 à 63 ans pour les femmes. Il désindexe les pensions de l'inflation, alors que l'inflation est très forte à l'époque en Argentine. Il y a des dizaines de milliers de manifestants qui vont descendre dans les rues de Buenos Aires le 14 décembre. Le jour du vote de la réforme des retraites, le 18, le nombre de manifestants est encore plus grand et la marche tourne à l'émeute devant le Congrès. Après une nuit de répression féroce et 12 heures de débat parlementaire, Macri annonce le lendemain matin, le 19, que la loi elle a été votée. Bon, du coup, en début 2018, alors qu'il envisage déjà des nouvelles réformes du Code du travail et de la fiscalité, l'enjeu pour ce fameux Macri, c'est surtout de se refaire une image dans l'opinion. À l'occasion de la réception de la délégation de la campagne pour le droit à l'avortement, qui rassemble un certain nombre d'associations, de syndicats, etc., Macri il propose de soumettre une nouvelle polémique pour faire oublier la précédente. Il propose de soumettre, j'ai loupé une phrase, de soumettre au Parlement la dépénalisation de l'avortement. Donc comme le note justement le PO, le Parti ouvrier, dans son journal du 1er mars, la manœuvre elle est claire en fait, c'est de créer une nouvelle polémique pour faire oublier la précédente. À partir du 8 mars, il y a des manifestations régulières et de plus en plus massives qui vont réclamer ce droit à l'avortement. Les directions des syndicats et de la gauche, y compris le PJ, le Parti justicialiste et la CGT, ils tentent de contenir le mouvement et de ménager les milieux religieux. Ils s'opposent même à la revendication de légalisation et donc de s'en tenir seulement à celle de la dépénalisation, qui pourtant, alors que la légalisation est de plus en plus populaire. C'est notamment le cas d'un dirigeant de la CGT, il ne s'exprime pas carrément contre la loi de dépénalisation en disant qu'elle n'est pas signable en l'état, avec des arguments assez vaseux. Finalement, après des mois de manifestations, le 14 juin 2018, la dépénalisation elle est votée avec une courte majorité de 4 voix. Ensuite, à cette annonce, les milieux religieux ils vont se déchaîner. Ils lancent une grande campagne pro-vie, comme on dit aussi aux États-Unis, et on y retrouve dedans non seulement les milieux les plus conservateurs, mais aussi ceux qui apparaissent comme les plus populaires. Ainsi, parmi les orateurs interrogés au Congrès, le Parlement argentin, on a notamment pu voir 2 des plus célèbres leaders du mouvement des prêtres des bidonvilles, Gustavo Carrara et Pepe Di Paola, exprimaient que l'avortement était une demande de milieux bourgeois dégénérés, alors que, je cite, les femmes pauvres, elles, n'avortent pas. Et ils ont aussi comparé les militants pro-avortement à des génocidaires. Le chef de file de cette église des pauvres, c'est un certain Jorge Bergoglio, mais que vous connaissez certainement davantage sous son nom de Pape François. Il s'est permis d'ailleurs d'intervenir directement dans le débat pour s'opposer à toute dépénalisation et faire pression sur les dirigeants politiques et syndicaux. Notamment, il va convoquer le président argentin au Parlement, il va au Vatican, plein d'autres choses de cet ordre-là sur lesquelles je ne vais pas revenir. Mais... dans ce moment-là, donc, toute l'Église catholique, elle se lance dans une grande campagne contre la loi. Le clergé, qui est donc payé par l'État, il entre en campagne, notamment grâce à son grand réseau d'écoles et d'universités catholiques, lesquelles sont aussi subventionnées donc, par l'argent public. Et ils organisent des manifestations dans lesquelles ils arborent des foulards bleu clair, par opposition aux foulards verts des manifestantes pro-avortement. Mais dans les faits, cette dépénalisation, elle est surtout symbolique. Dans bien des cas déjà, c'était déjà plus l'article 88 du Code civil qui était utilisé, mais l'article 80 qui sert à condamner les femmes qui avortent. Si vous vous souvenez, je vous ai dit un truc un peu bizarre dans la première partie, je vous ai dit qu'on était condamné à 4 ans d'avortement, alors que et j'ai cité une femme qui avait été condamnée à 8. Mais c'est parce qu'en fait, cet article 80, il stipule que toute personne qui tue son ascendant, son descendant, son conjoint ou son ex-conjoint, ou son partenaire,
il peut être condamné en Argentine pour homicide aggravé par le lien. Bon, jusque-là, on pourrait se dire qu'est-ce que ça va faire avec tout ça? Mais en fait, le code civil argentin, et le reste des lois d'ailleurs, il est très marqué par l'influence catholique. Et pour ces codes civils-là, la vie, elle commence dès la conception, pas dès la naissance, donc dès la conception. Et donc l'élimination des embryons est un meurtre pour la loi. Et la plupart des femmes donc, sont condamnées, avec des circonstances atténuantes, à entre 8 et 25 ans de prison pour un avortement. Enfin, celles qui sont condamnées, mais ça fait quand même du monde. Hein. C'est ce qui donc avait permis de condamner celle que la jeune fille dont j'avais parlé à 8 ans, ce qu'en Argentine on appelle l'affaire Belén. C'est dans le nord de l'Argentine. Et donc c'est pas fini tout ça, puisqu'en fait il va y avoir un deuxième mouvement de grève, une manifestation, ça va reprendre, ça s'est jamais vraiment arrêté, mais en 2019 ça va reprendre plus fort. Pourquoi? Parce qu'en fait en 2019 notamment, la droite du PRO et de Macri, le PRO c'est le parti de Macri, donc de centre droit, il est remplacé par la gauche du parti justicialiste et du nouveau président Alberto Fernandez. Mais comme son prédécesseur, ce président de gauche, il accepte le plan d'austérité demandé par les milieux d'affaires et le FMI. Et pour continuer à passer encore un peu pour un gouvernement de gauche, qui n'est pas facile quand on accepte l'austérité, il ne lui reste plus grand-chose à se mettre sous la dent. Alors, sous la pression des manifestations vertes qui ont repris, Fernandez il ressort sa promesse de légalisation de l'avortement, qu'il avait fait pendant sa campagne. De nouveau, malgré la campagne réactionnaire de l'Église et des milieux conservateurs, les manifestations monstres vont faire plier le Congrès argentin. Et finalement, le 11 décembre 2020, la légalisation est votée, et c'est la rue qui a gagné. Mais si le chemin entre la dépénalisation et la légalisation de l'avortement il a été franchi, celui jusqu'à son accès libre et gratuit pour tous, il est encore loin d'avoir été complètement gagné en Argentine, et pas qu'en Argentine. D'abord, en fait, comme en France et dans d'autres pays, la résistance des médecins elle est encore grande. Que ce soit pour des raisons idéologiques ou financières, ils sont prêts à faire jouer leur clause de conscience pour ne pas pratiquer les avortements. Certains reculent aussi sous la pression des milieux conservateurs qui sont prêts à tout pour obtenir gain de cause, y compris par l'usage de la violence. En 2019, par exemple, il y a une bande de religieux qui ont fait pression sur une jeune fille, Lucia, qui avait été abusée par son beau-grand-père. Et cachée derrière le nom de Médecins pour la vie, ils ont menacé la famille de la jeune fille, les médecins et même le secrétaire exécutif de l'agence de santé de la province. Ils ont eu un procès dans lequel ils ont bénéficié, ces gens-là, très sympathiques, ils ont eu un procès dans lequel ils ont bénéficié d'une grande mansuétude de la part des juges, qui sont d'ailleurs pas tout à fait étrangers au milieu religieux argentin, comme dans plein d'autres pays. Sur un autre plan, c'est parfois même la rapacité même des capitalistes et des gouvernements à leur service qui ont menacé l'avortement. Lorsqu'il a été dépénalisé en 2018, le gouvernement il a confié le monopole de la production du Mistropol, le principe actif des pilules abortives, à un seul laboratoire, le laboratoire Beta. Donc, le laboratoire Beta a ainsi pu augmenter le prix à son bon vouloir, puisqu'il était le seul à en produire. Par exemple, en 2020, ce Mistropol, les pilules abortives, elles atteignaient plus de 6000 pesos la pilule. À titre de comparaison, l'allocation chômage en Argentine, à la même époque, elle était de 8000 pesos, donc ça donne un peu une idée de combien ça coûtait. Dans le même temps, il y a de nombreuses pilules génériques qui ont commencé à circuler dans les bidonvilles et les quartiers pauvres, ce qui était une manne énorme pour les revendeurs et un très grand risque pour les femmes qui étaient tentées par le fait d'acheter ces pilules douteuses. Enfin, un retour en arrière sur la légalisation de l'avortement n'est pas non plus à exclure. L'Église et les milieux conservateurs, ils ont admis leur défaite en 2020, mais ils préparent depuis le coup d'après. 4 ans après sa légalisation, maintenant 5 ans, l'Église n'a pas changé de position sur l'avortement, et les milieux conservateurs, ils ont fait campagne pour la conservation de la famille traditionnelle et contre le féminisme. Le président d'extrême droite, Javier Milei, qui est proche de Meloni, Orban ou Trump, il a déclaré régulièrement que l'avortement était une aberration et un meurtre aggravé, référence toujours à la même loi dont j'ai parlé avant. Et d'ailleurs, d'après la branche argentine d'Amnesty International, la stratégie de Milei, c'est d'éroder progressivement l'accès à l'avortement pour préparer peut-être un jour sa suppression. Depuis le début de son mandat, Milei il a par exemple réduit le financement des contraceptifs et il a mis fin à la distribution gratuite de pilules abortives. Quelle leçon on peut tirer de tout ça? Il y en aurait certainement beaucoup, et on pourra y revenir dans la discussion, mais je voudrais en évoquer peut-être trois premières dont on pourra discuter.
Bon, d'abord, dans ces mouvements, contrairement à ce qu'on entend parfois à l'extrême droite ou dans une certaine gauche, ces mouvements autour des droits des femmes, ils sont loin de mettre en mouvement seulement une fraction urbaine, intellectuelle et petite bourgeoise de la population. De fait, en Argentine comme dans beaucoup d'autres coins du monde, ces mobilisations, elles mettent souvent dans la rue beaucoup de travailleurs et de pauvres en général. Et en premier lieu, ça a été notamment quand même les femmes travailleuses qu'on y a retrouvées, mais aussi les travailleurs en général. Et certains de ces mouvements, d'ailleurs, comme en Iran, ils ont d'ailleurs donné lieu à de véritables vagues de grève. Il ne faudrait pas non plus croire d'ailleurs que la présence de ces femmes travailleuses, elle ne concerne que ces luttes qui les concernent spécifiquement. Je veux dire par là en raison de leur oppression spécifique de femmes, puisqu'on les retrouve aussi dans tous les mouvements de contestation de ces dernières années, pour ne pas dire plutôt que ça d'ailleurs, et notamment ceux de la Gen Z dont on parlait il n'y a pas longtemps. Pourtant, aujourd'hui, ces femmes travailleuses et les travailleurs en général, ils apparaissent rarement sous leur propre drapeau dans ces mouvements, et encore moins à leur direction. Alexandra Kollontai, révolutionnaire russe et première femme ministre de l'Histoire, elle expliquait en 2021 dans une de ses conférences sur la libération des femmes. 1900. Ah, j'ai dit quoi ? 2021. Ah oui, 2021, non, malheureusement. Enfin, je sais pas, malheureusement. Non, c'était il y a plus longtemps que ça, 1921, oui. Je vous lire un petit passage de Kollontai. Donc, elle expliquait « Le mouvement des femmes fut donc le résultat d'une contradiction exemplaire au sein du capitalisme. La participation grandissante des femmes dans la production ne correspondait aucunement à leur discrimination persistante dans la société, le mariage et l'État. La question des femmes n'existe pas de façon indépendante. Cette violence dans la société bourgeoise et qui opprime la femme est produite en partie par la grande antinomie sociale entre capital et travail. La contradiction entre la participation de la femme dans la production et son absence de droit généralisé conduit à l'apparition d'un phénomène absolument inconnu jusque-là, la naissance d'un mouvement des femmes. Mais dès le départ, ce mouvement prend deux orientations diamétralement opposées. L'une des fractions s'organise sous l'égide d'un mouvement féministe bourgeois, tandis que l'autre fait partie intégrante du mouvement ouvrier. Donc, quand Kollontai elle parle de mouvement féministe bourgeois, c'est parce qu'il est bourgeois dans ses objectifs. Il se propose de réformer le capitalisme et la démocratie bourgeoise sans en toucher les fondements. Il est organiquement lié aux partis bourgeois, avec lesquels il se confond parfois. Ses dirigeants se ressemblent et ils partagent la même volonté de réformer par le droit et l'intervention de l'État. Pourtant, y compris dans le cas argentin, cette volonté de ne pas s'attaquer aux fondements sociaux du capitalisme, elle a été plusieurs fois dommageable pour le mouvement. Ces courants-là, ils louvoyaient sur la question de la séparation de l'Église et de l'État. Ils refusaient d'exercer trop directement le rapport de force avec l'État et le patronat. Ils tentaient de séparer la question des femmes du reste des questions sociales. Donc, alors même qu'il y avait pourtant plein d'autres sujets c'était des années où l'inflation était très forte, où il y avait des réformes des retraites, une nouvelle réforme du Code du travail, plein d'autres sujets aussi, qui auraient pu se rencontrer plus que ce qu'ils ont fait. En fait, pour nous, et pour conclure là-dessus, il faudrait, y compris donc dans ce mouvement-là en Argentine, qu'il y ait des organisations révolutionnaires de travailleurs qui prennent la tête de ces luttes-là, comme de toutes les luttes de l'humanité, pour y incarner une option révolutionnaire. Pourquoi ? Parce qu'il est nécessaire, y compris dans ces cas-là, de s'affronter réellement et jusqu'au bout à l'État et aux capitalistes grâce à la force des classes laborieuses. Et en Argentine, ce n'était pas la gauche plus ou moins radicale ou les directions syndicales qui incarnaient cette option. À chaque étape du mouvement, ils ont reculé devant l'Église et ils ont toujours craint toute forme de débordement du mouvement par les manifestants eux-mêmes. La seule force là-bas qui a proposé ce débordement et de lier cette colère-là aux autres, d'aller la porter dans les lieux de travail et d'études, de s'attaquer sans intransigeance au patronat et à l'État et aux capitalistes, c'était la petite extrême-gauche trotskiste argentine. Mais aussi courageuse qu'elle soit, elle n'est pas parvenue pour le moment à disputer la tête de ces mouvements à la gauche, aux directions syndicales et à leurs représentants on peut dire, féministes bourgeois. Pour cela, en Argentine comme ailleurs, il reste à construire une organisation plus puissante et influente encore, qui s'implante solidement dans la classe ouvrière et en premier lieu chez les femmes travailleuses donc, et les jeunes. Une organisation que nous essayons aussi de commencer à construire, nous en France, et à ce titre, nous faisons toujours nôtre les derniers mots du programme de Trotsky dans le programme de transition. À bas le bureaucratisme et le carriérisme, place à la jeunesse et place aux femmes travailleuses. Et sur ces jolis mots, je laisse la parole à Monica pour la seconde partie. Ouais, donc moi je vais vous parler un peu de pourquoi cette oppression des femmes et comment en finir. Donc on a souvent l'avis que cette oppression aurait toujours existé et qu'elle a juste été atténuée à travers le temps. Et nous on pense que les femmes elles n'ont pas été opprimées de tout temps par nature. Leur oppression n'est pas d'origine biologique mais sociale.
En effet, l'oppression des femmes, ce que Engels, donc le compagnon de Marx, appelait la défaite historique de la femme, donc ce qu'il écrit dans L'origine de la famille, la propriété privée et de l'État en 1884, ça commence qu'avec l'apparition des classes, c'est-à-dire assez tardivement dans l'histoire de l'humanité. Plus exactement, lorsqu'à un stade déterminé, les hommes et les femmes ont été capables de produire plus qu'il n'était nécessaire pour eux de consommer. Et donc, grâce à l'apprivoisement de certaines espèces végétales ou autres, découvrir l'agriculture et être capable d'avoir un surplus qui leur permettait de voir un peu venir. Et ce progrès considérable, que cette révolution, s'est traduite pourtant par une division du travail encore plus accentuée entre les sexes. Dans les premières sociétés qu'on connaît, à partir aujourd'hui de connaissances d'anthropologues qui se sont appuyés sur des peuples qu'on a trouvés à des stades très primitifs, comme on dit, ou alors qui emportent les traces, femmes et hommes vivaient de façon communautaire à la recherche de plantes ou d'animaux qu'ils prenaient là où ils vivaient, incapables par leurs moyens encore de pouvoir s'installer définitivement quelque part et d'avoir des ressources sûres constamment en train de changer de lieu de campement, etc. Et donc dans ces milieux hostiles-là, où la nature était forte, quoi, par rapport aux hommes, il était forcément difficile de ne pas travailler les uns avec les autres. Il y avait de la collaboration. Certainement que le rôle de la femme était peut-être un peu différent de par ses maternités, qu'elle ne pouvait peut-être pas se déplacer autant que les hommes, mais en tout cas, il se trouve que femmes et hommes faisaient à peu près les mêmes activités productives. Tout le monde produisait. Dans ces sociétés, il ne pouvait pas être question ni de propriété privée, ni des personnes, ni des biens. On ne connaissait que la filiation par la mère, d'ailleurs. C'est certainement ce qui se passait, parce que les seules représentations artistiques qu'on a trouvées à l'époque, ce sont des statuettes féminines qui ont des formes féminines très accentuées, le ventre, les seins, et qui montraient donc qu'il y avait un grand respect pour elles, et même si on ne pense pas qu'il y avait eu une domination des femmes sur les hommes. Tout ça, ça a changé quand a été découvert l'élevage des animaux, parce qu'à ce moment-là, il y a une possibilité pour les hommes de devenir propriétaires, et donc d'avoir une propriété alléguée. Et à partir du moment où il y a une propriété alléguée, il fallait savoir qui était le père. Et à partir de ce moment-là, il est apparu finalement cette division. D'abord, l'homme a mis en esclavage sa femme et ses enfants, et donc on s'est retrouvé avec la base de ce qu'on a comme exploitation de classe. Alors, pourquoi est-ce que donc l'élevage a été découvert, quand l'agriculture a été découverte, pourquoi est-ce que ça a entraîné, plutôt que d'entraîner une culture collective, un travail collectif, ça a entraîné ce développement de la propriété privée? Est-ce que c'était parce que les instruments qu'ils avaient à l'époque étaient plus utiles, plus efficaces quand ils étaient utilisés individuellement? On ne le sait pas. Toujours est-il qu'à partir de ce moment-là, les femmes, elles sont de productrices égales aux hommes, avec d'importantes prérogatives dans la communauté, sont devenues des productrices privées, dans des foyers privés, enfermés, dominés par l'homme, devenus propriétaires de sa femme, et donc invisibilisés. Malgré ces faits indéniables, vous pouvez encore constater qu'il y a pas mal de gens qui continuent à dire que l'oppression des femmes aurait existé avant l'apparition des classes, sans pouvoir le prouver de façon scientifique. Nous, on ne pense pas qu'il peut y avoir une oppression de classe sans classe. Et surtout, on se demande pourquoi la chercher encore et toujours. Est-ce que ça ne revient pas à regarder les sociétés d'autrefois, les sociétés dites primitives, avec le prisme des sociétés de classe dans lesquelles on vit, pour finalement prouver que l'oppression a toujours existé? Alors, il semble que cette découverte de l'oppression des femmes par Marx et Engels gêne encore aujourd'hui beaucoup de monde, parce qu'elle remet justement en cause plein de choses, dont les idées préconçues sur une infériorité naturelle de la femme surtout. Et puis aussi parce qu'elle va en brèche une idée bien ancrée qu'il n'y a qu'une type de famille qui existe, c'est la famille monogamique, donc avec le mari dominant la femme, et la seule forme de famille de sexualité reproductrice et de reproduction serait celle qui est dans cette famille-là. Alors cette découverte n'était pas le produit génial du cerveau de Marx et d'Engels, même s'ils avaient un certain génie, mais de leur méthode matérialiste d'analyse qui partait des conditions réelles du développement, qui étaient nées du développement du capitalisme. Un capitalisme qui a arraché des millions de femmes aux campagnes et aux travaux uniquement domestiques pour les plonger dans le travail industriel aux côtés des hommes. Comme elle a écrit plus tard Rosa Luxembourg dans un texte qui s'appelle Le Prolétaire, qui est d'ailleurs dans cette excellente petite anthologie, ce n'est qu'avec la prolétaire moderne
que la femme devient un être humain. Car l'on ne devient un être humain que par la lutte, qu'en prenant part au travail, à la culture, à l'histoire de l'humanité. Et elle disait, à partir de là, pour la prolétaire, le monde entier est sa maison. Le monde avec ses joies et ses peines, avec sa froide cruauté et sa rude grandeur. Alors, le capitalisme, en effet, a bouleversé les conditions de vie et la conscience des femmes et des hommes en faisant des compagnons de labeur, en développant l'exploitation féminine et l'infantile dans les usines, l'institution du mariage et son corollaire, la prostitution, jusqu'à l'extrême, mais en créant aussi, de manière dialectique, la classe qui pourrait les abolir en prenant conscience de son rôle révolutionnaire, la classe des hommes et des femmes exploités, et ce, partout dans le monde. Alors, l'analyse que Marx et Engels écrivent pour la première fois en 1848 dans le manifeste du Parti communiste montrait que d'autres formes de famille, que l'émancipation des femmes était possible, mais que pour ça, il fallait en finir avec la propriété des moyens de production et l'enfermement de la femme dans le foyer domestique, le capitalisme leur fournissant aux femmes pour la première fois avec le salariat le moyen d'être l'égal de l'homme, de partager les fruits de leur labeur, de participer ensemble aux connaissances, aux arts, aux loisirs d'une société moderne. Pour que la femme soit dans la mesure de ses besoins déchargée du fardeau domestique, que celui-ci soit confié à la société par le développement de services publics de l'enfance, de l'éducation, respectant bien sûr les personnalités et les liens affectifs individuels, il faudrait que la production capitaliste soit sous le contrôle de la population. L'analyse marxiste donc de l'oppression des femmes nous montre que l'origine sociale de l'oppression spécifique des femmes, elle est sociale, elle est économique, et elle nous montre aussi quelle classe peut la mener à bout, jusqu'au bout. Alors, comment est-ce qu'elles l'ont fait? Alors, contrairement à ce qu'on croit souvent, la lutte des femmes, c'est pas que la lutte pour le droit de vote, les suffragettes, c'est souvent l'image qu'on a des luttes féministes. Comme Trotsky l'a écrit plus tard en 1923, quand il a rédigé ce chef-d'œuvre qui s'appelle Question du mode de vie, sur la révolution justement dans le couple, dans la famille, il écrit « Si nous voulons vraiment transformer les conditions de vie, nous devons apprendre à les regarder à travers les yeux des femmes. » Et c'est ce qu'ont fait les militants et les militantes du mouvement ouvrier qui ont défendu les droits des femmes en général, mais surtout en particulier ceux des femmes les plus exploitées. D'abord, ce sont les femmes qui se sont elles-mêmes manifestées, puisque dans tous les mouvements révolutionnaires de l'histoire, nous on connaît la Révolution française, 1830, 1848 et la Commune, énormément de femmes se sont mises en avant, sont devenues des dirigeantes, parce qu'elles se sont mêlées de la lutte sans demander l'avis de personne, parce que leur situation faisait qu'elles avaient besoin de se battre. On en connaît quelques-unes quand même, surtout au XIXe siècle, mais pendant la Commune, Louise Michel, Elisabeth Dimitrieff ou Nathalie Lemel. Plus tard, ce sont des militants, je vais mettre les guillemets marxistes, comme Marx, Engels, Paul Lafargue, qui ont été les premiers à défendre le travail des femmes contre les partisans de la femme au foyer, qui étaient d'autres militants ouvriers, les proudhoniens. Ils ont défendu d'ailleurs, contre vents et marées, un salaire égal pour les femmes et les hommes, tout en se battant pour l'interdiction des femmes, du travail des femmes, la nuit ou dans des branches nuisibles à leur santé, ainsi que pour les enfants travailleurs qui étaient nombreux à cette époque. Dans le programme du Parti ouvrier français de Lafargue en 1882, figurait par exemple la revendication d'un congé payé au salaire normal de 8 semaines avant et 8 semaines après les couches avec gratuité des soins médicaux et des médicaments. Parce qu'ils et elles souffraient dans leur chair de l'oppression quotidienne de la femme prolétaire jusque dans les rapports les plus intimes, le problème de contraception, de droit à l'avortement, de liberté sexuelle, ce sont des communistes utopistes d'abord qui s'en sont chargés, comme une ouvrière qui s'appelait Flora Tristan, mais aussi Charles Fourier, puis des militants du mouvement ouvrier, communistes ou narco-syndicalistes, dans la foulée de l'Association internationale des travailleurs, comme Paul Robin, Madeleine Pelletier, et puis ensuite il y a eu pas mal de militants dont on ne connaît pas forcément les noms, dans la CGTE en particulier, avec l'aide d'ailleurs de médecins progressistes et de maris aussi, qui ont fait avancer les premiers tous ces droits. Ils ont ainsi nourri le mouvement féministe qui s'est développé avant et après la guerre, essentiellement sur la revendication du droit de vote des femmes, mais aussi pour les libertés, en particulier celle de choisir sa maternité. On oublie souvent, ou alors on s'en rappelle que le 8 mars, que cette journée a été imposée par le mouvement ouvrier féministe, et plus exactement par une ouvrière immigrée américaine, Teresa Malkiel, suite à une immense grève textile très majoritairement féminine et immigrée en 1909 à New York. De même qu'on ignore souvent, y compris dans les milieux militants, que la troisième conférence des femmes socialistes de 1915, qui regroupait des représentants de milliers de femmes, ont déclaré la guerre à la guerre
contre l'avis de leurs organisations respectives qui avaient failli dans le chauvinisme le plus crasse. C'est d'ailleurs pas un hasard non plus si en 1918, le nouveau régime soviétique, sous l'impulsion des travailleurs dont beaucoup de femmes, a aussitôt légiféré pour le droit de vote et d'éligibilité des femmes, mais après que ce droit, il était déjà imposé par les femmes elles-mêmes, les femmes travailleuses, membres des soviets, à l'origine de la grève de février 1917, qui a commencé la révolution russe. Le régime soviétique a aussi imposé le droit au divorce, le mariage civil, l'union libre, la reconnaissance des enfants naturels, le droit à l'avortement, l'aide à l'État à l'enfant et à la femme seule jusqu'à leur majorité, et la suppression de ce qu'on appelait le délit d'homosexualité. C'est également le régime soviétique naissant qui, en 1918, a eu la première femme ministre dont Nathan a parlé, Alexandra Kollontai, dirigeante de l'État ouvrier avec les deux compagnes de Lénine, Nadezhda Krupskaya et Inessa Armand. L'émergence de ces militantes à ce moment-là n'est pas non plus un hasard. En effet, elles bataillaient depuis le début de leur militantisme dans les premiers partis, dans les partis socialistes, dont le parti russe, qui étaient les partis révolutionnaires de l'époque, en s'appuyant, en prenant même refuge auprès des ouvrières pour contrebalancer les influences réformistes de leur parti. Et elles y ont milité avec acharnement pour qu'on entende leurs paroles, leurs besoins, pour qu'on prenne en compte leur militantisme, y compris contre les préjugés dominants dans les organisations ouvrières, car dominants dans toute la société. Elles ont toutes écrit des feuilles d'agitation à l'intention des ouvrières. Par exemple, ce qui est bien raconté dans un récent ouvrage au joli nom qui s'appelle « Défaire la famille, refaire l'amour » de Olga Bronokiva et Mathieu Renaud sur les combats d'Alexandra Kollontai et qui sont malheureusement peu connus. Le régime soviétique naissant, suite à la révolution de 1917, poussé par ces masses de femmes donc opprimées, ne s'est pas contenté d'accorder des droits démocratiques aux femmes qui les avaient conquis elles-mêmes par la lutte. Il a aussi tenté de développer des cantines, des crèches, des laveries et des logements collectifs pour contribuer à libérer femmes et hommes de l'esclavage domestique pour que le monde soit leur maison, pour paraphraser Rosa. Ce n'était que des tentatives, ce n'était que des pistes, mais tellement en avance par rapport à la France de l'époque qui avait sa chambre bleu horizon, qui a interdit de mort l'avortement, au moment où, au sortir de la guerre, des femmes prolétaires en nombre avaient dirigé leur famille sans leur mari, avaient participé pleinement à l'économie de guerre et n'acceptaient plus d'être, comme elles l'ont dit elles-mêmes, des lapines. Des militants comme Trotsky ont souligné très tôt le manque de moyens de la jeune révolution pour accomplir cette tâche titanesque qui était d'émanciper les opprimés et les plus opprimés d'entre elles, les femmes. Ils ont compris que des rapports nouveaux entre les sexes, une famille nouvelle, ne pourraient naître des décombres d'une société soviétique qui sortait juste de l'arriération et de la guerre, mais que ça naîtrait des bouleversements internationaux. C'est pourquoi, comme ils étaient internationalistes conséquents, ils ont eu une politique vis-à-vis des larges masses de femmes de l'Empire russe, dont des femmes musulmanes qui nécessitaient parfois une intervention non mixte. Et ces révolutionnaires russes aussi ont voulu associer et entraîner dans la lutte les femmes d'Europe et du monde, comme l'ont énoncé les résolutions de la Troisième Internationale. Alors, ça c'est bien, mais comment ça se fait que le mouvement féministe le plus connu, celui qu'on appelle radical des années 70, le MLF, celui qu'on voit dans l'excellent film Annie Colère, comment ça se fait qu'il s'est construit en dehors des revendications, en dehors du mouvement ouvrier, sur des revendications essentiellement de droits reproductifs, de liberté comme avortement, contraception, et y compris contre le mouvement ouvrier de l'époque. Alors là encore, c'est avec la boussole du marxisme, du matérialisme qu'on peut comprendre. D'abord, ce mouvement irrépressible pour les droits des femmes, il est né de l'économie toujours, du développement du travail des femmes, de l'augmentation de leur niveau d'études, de l'exigence d'égalité accrue que cela a engendré chez beaucoup d'entre elles, en particulier quand elles étaient jeunes, dans les pays les plus riches. Les femmes travaillant davantage dans les usines, mais aussi dans le tertiaire, elles ne pouvaient plus subir des maternités multiples, travailler avec leurs enfants en bas âge, comme ça se faisait autrefois à la campagne. La vie urbaine suscitait de nouvelles rencontres et désirs, et la vie de poupée auprès d'un seul homme n'avait plus la cote. Or, les organisations traditionnelles du mouvement ouvrier, le PC, le PS, les syndicats, ils étaient intégrés à la société capitaliste qui, en plus, développait de nouvelles forces productives durant ce qu'on a appelé les 30 glorieuses. Et donc, ils continuaient à défendre des rôles genrés et la famille traditionnelle. Et progressivement, donc, le mouvement féministe s'est revendiqué autonome du mouvement ouvrier, spécifique et même non mixte.
Ce mouvement féministe dit autonome, il a été porté par les aspirations de nombreuses femmes qui gagnaient une autonomie personnelle et financière en revendiquant le droit de disposer de leur corps, mais pas seulement pour la maternité, mais pour en jouir librement. Ça a été le combat de féministes courageuses qui sont très connues, comme Gisèle Halimi, avocate franco-tunisienne, elle-même victime d'un avortement, à l'origine du procès d'une jeune fille qui s'appelait Marie-Claire, qui était la fille d'une employée du PC, qui avait eu la force de faire de son avortement un combat politique, illustrant l'idée de Simone de Beauvoir, le privé et politique. Le mouvement féministe s'est également enrichi des militantes afro-américaines avec Angela Davis, prenant en compte la particularité de l'oppression des femmes de couleur. Mais la construction de son mouvement en parallèle du mouvement ouvrier l'a aussi amené à se construire en extériorité complète par rapport à lui. Des féministes dites radicales comme Christine Delphi ou Silvia Federici ont théorisé ça en partant d'un raisonnement qu'elles ont emprunté au marxisme en disant « Les comportements dits féminins ont une origine sociale et non naturelle, et cela quelle que soit la classe sociale. » Elles ont vigoureusement dénoncé la double journée de travail des femmes, donc au travail et à la maison, voyant son abolition dans un combat des femmes contre tous les hommes qui tireraient parti du travail gratuit domestique. Ce sont des théories qui divisent hommes et femmes. Et avec le recul social et politique qu'il y a eu dans les années 2000, cette division s'est accrue, les féministes radicales s'investissant surtout dans des défenses de lois en faveur de la parité en politique, l'égalité professionnelle, contre les violences conjugales, la pornographie, les atteintes au droit à l'avortement, à la contraception, aux enfants. Des combats bien sûr indispensables, dont les acquis n'ont été d'ailleurs octroyés que par la mobilisation des femmes et d'hommes de progrès. Ce recul s'est aussi traduit par une sous-estimation du rôle contre-révolutionnaire machiste, sexiste et violent des religions. Aujourd'hui, elles menacent les droits des femmes et les projets d'émancipation en voilant, en emprisonnant le corps des femmes qui sont vus comme un objet de péché. Nous nous battons du côté de celles qui sont discriminées à cause de leur origine, de leur croyance ou ce qu'on suppose l'être, en tant que militants démocratiques, mais comme militants d'émancipation, nous combattons les préjugés liés à la pudeur religieuse, à la virginité, etc., pour un monde de femmes et d'hommes libres, de leurs désirs et relations, pour une sexualité à réinventer. L'expérience de ces dernières années, avec l'intégration de toute une partie du mouvement féministe au système qui devient défenseur de la République inégalitaire, révèle qu'une fois acquises, les réformes sont en permanence remises en cause par les rapports de force de la lutte des classes. C'est pourquoi l'exploitation et la subordination des femmes demeurent dans la société, comme Nathan vient de le raconter. Le mouvement féministe est en lien direct avec la lutte des classes. Quand la lutte des femmes est forte, la lutte pour l'émancipation des classes opprimées est forte. Et l'inverse est vrai aussi. La nouvelle vague de lutte depuis 2016 a mis sur le devant de la scène des femmes, souvent jeunes, des classes moyennes, déclassées, des milieux populaires, en dehors des cadres institutionnels, en large partie discrédités. Les femmes ont été très nombreuses parmi les gilets jaunes, ou dans la lutte contre les retraites chez les profs, par exemple, mais aussi dans des luttes dures, dans les hôtels parisiens, dont des films comme Petite Main avec Corinne Maziero sont un bel écho. Dans ces luttes, les femmes, parmi les plus exploitées, se battent aux côtés d'hommes. Elles apprennent à prendre la même place qu'eux, elles s'émancipent d'eux et avec eux pour leurs droits et des revendications sociales communes. Respect du droit du travail, hausse des salaires, contre les discriminations. Dans ces luttes, des femmes et des hommes apprennent à dépasser leurs préjugés mutuels, à oser des choses dont ils et elles ne se pensaient pas capables avant et gagnent en fierté et donc s'émancipent ensemble. Dans le capitalisme mondialisé actuel, de plus en plus de femmes sont attaquées, premières victimes des contrats précaires, qui prennent des congés maternité, de nombreux arrêts de travail, de baisses de salaire, de télétravail intensif, de temps partiel et j'en passe. Elles étaient en première ligne avec les éboueurs, les électriciens et bien d'autres à assurer les services et dans les magasins en temps de Covid. La moitié des migrants et en forte augmentation à travers le monde sont des migrantes. Avec le développement de la prostitution, la lutte pour permettre aux femmes et hommes en situation de prostitution de s'insérer dans la société contre des mesures policières et la chasse aux sans-papiers, aux sans-abri, dont de nombreux enfants, pour l'abolition du commerce des corps est d'une cruelle réalité. Aujourd'hui, plus que jamais, le capitalisme offre les possibilités d'unir les femmes par-delà les frontières parce qu'il homogénéise leurs conditions de vie, il permet de se contacter, d'échanger les violences subies et donc forcément aussi les moyens de les combattre.
Seule une société de classe libérée de la guerre, de la domination du capitalisme mondialisé qui est conduit, pourra faire en sorte qu'aucune femme ne travaille pour une autre parce que sa couleur, sa classe sociale de naissance est différente. Sans la suppression donc de la propriété privée et des rapports sociaux de domination qu'elle engendre, sans la destruction de la division sexuelle du travail, il peut y avoir des réformes dans le sens des femmes. Mais leurs limites révèlent à quel point la source de l'oppression n'est pas seulement d'ordre juridique ou moral, mais social. Cette oppression se combine avec les discriminations subies par les personnes LGBTIQ+, qui ne se reconnaissent pas dans les normes sexuelles. C'est pour ça que le mouvement ouvrier révolutionnaire est porteur de revendications féministes, qu'elles sont partie intégrante de notre programme d'émancipation dont on sait qu'il ne pourra pas se réaliser sans la fin de la propriété privée capitaliste, donc l'expropriation des capitalistes et le remplacement de leur pouvoir par celui des opprimés organisés et en premier lieu les femmes. Alors pour s'y préparer, nous sommes de toutes les luttes pour le progrès, solidaires des courants féministes pour l'émancipation, militant au coude à coude avec eux pour l'unité du mouvement dans l'action. C'est à travers la lutte hommes et femmes main dans la main que les préjugés ancestraux sur l'infériorité des femmes sont battus en brèche, concrètement dans la pratique militante, dans la lutte. La lutte pour les droits des femmes n'est pas une lutte individuelle mais collective, une lutte quotidienne, politique, pour donner la force de se battre, de défier ceux qui ont le pouvoir, qui contribuent à changer le rapport de force dans la vie intime, sur son lieu de travail, son quartier ou lieu d'études, et de fait entre classe de salariés et classe capitaliste. Parce que les femmes sont les premières victimes de l'exploitation comme des conséquences dévastatrices de la mondialisation financiarisée, leurs mouvements sont profonds et font très peur aux autorités et à tous ceux qui les servent. D'ailleurs, de nombreux tombereaux de préjugés dépassés complètement sont là pour les conforter dans les médias, dans l'éducation, dans la presse. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Cela d'autant plus que les femmes s'intègrent de plus en plus à la classe des salariés. Majoritairement urbaines et travailleuses de par le monde, elles sont aujourd'hui plus instruites et plus mêlées à des combats sociaux et politiques que lorsque dans les années 60, elles étaient essentiellement paysannes et analphabètes. La guerre qui touche aujourd'hui de plus en plus de coins du monde, elle fait subir des dégâts, bien sûr, aux femmes et aux enfants, mais en même temps, en les fuyant, en gagnant d'autres continents par la migration, elles deviennent souvent chefs de famille dans des villes de grandes métropoles, en bouleversant le fonctionnement ancestral des familles traditionnelles. Il y a donc aujourd'hui les bases pour un combat féministe porté par le mouvement ouvrier, pour qu'il soit réapproprié, réactualisé et enrichi par lui. Des luttes comme celle dont parlait Anata en Argentine ou en Pologne, Black Lives Matter, vont au-delà de la défense des intérêts des femmes, remettent de plus en plus en cause le système, comme le font les jeunes filles de la génération Z ou les femmes latino en lutte contre les rafles d'ICE contre Trump. Des féministes qui sont la première cible des réactionnaires, qui montent de Milei à Orban, en passant bien sûr par nos Retailleau et Bardella, et aussi Trump évidemment, parce que tous ces gens-là n'ont rien d'autre à proposer à leur électorat réactionnaire dans un capitalisme sans réforme que de s'en prendre aux femmes, et surtout aux femmes qui luttent. Les progrès acquis depuis le XIXe siècle font qu'elles ne vont pas revenir en arrière. C'est avec elles et nous que nous pouvons nous battre pour contribuer à l'unité de notre camp, celui des opprimés, de celles et ceux qui, en s'unissant sous l'aiguillon des plus exploités, dont les femmes, pouvons seuls changer et faire émerger de la société capitaliste faillie une société digne du XXIe siècle, respectueuse de l'humanité et de la nature, sans exploitation ni oppression. Ou, comme le disait Trotsky dans Littérature et Révolution déjà en 1924, toutes les émotions que nous, révolutionnaires aujourd'hui, hésitons à appeler par leur nom tant elles ont été avilies, l'amitié désintéressée, l'amour du prochain, la sympathie, résonneront en accord puissant dans la poésie socialiste.